Bonjour à toutes et à tous qui suivez ce MOOC sur le droit européen du travail. Je m'appelle Dominique Roux-Rossi, je suis professeur des universités au Conservatoire national des arts et métiers et je vais vous présenter une brève introduction sur la construction européenne. Donc d'abord quelques données chiffrées. Vous le savez, l'Union européenne comprend 28 États, mais bientôt nous ne serons plus que 27. Et 19 États appartiennent à la zone euro. Vous avez sur l'image la liste de ces États. Et en bleu, vous avez les États qui ne sont pas membres de la zone euro. Et en noir, vous avez les pays qui appartiennent à la zone euro. Donc quelques données chiffrées, c'est quand même un territoire assez énorme, plus de 4 millions de kilomètres carrés. La France est le plus grand État et Malte est le plus petit. Et la population totale dépasse les 500 millions d'habitants, 514 millions exactement. Ce qui représente quand même 7% de la population mondiale et le troisième rang au niveau mondial. Le plus peuplé des États, c'est l'Allemagne et le moins, c'est Malte. Comme vous pouvez voir, tous les États et la date de leur entrée dans l'Union européenne sur ce schéma, vous voyez que Malte est vraiment tout petit puisque c'est là. Et le plus grand, on a dit, c'est la France que vous connaissez bien entendu. Alors comment est-on arrivé à cette construction européenne? Alors c'est une histoire qui a démarré il y a longtemps. L'idée de créer une entité qui dépasse les territoires nationaux est très ancienne, et notamment au début du XXe siècle, avec les guerres, il y a eu plusieurs courants qui ont prôné une entité basée sur le pacifisme et les échanges entre les États. Mais en réalité, il va falloir attendre la ruine totale de l'Europe et la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour voir émerger ce concept de créer une institution capable de dépasser les antagonismes nationaux. Et c'est un certain Robert Schuman, qui était ministre de l'Intérieur, qui a présenté un plan élaboré par Jean Monnet pour cette construction, ces premières pierres de la construction européenne. En 1951 est ainsi élaboré le traité de Paris qui institue la CECA. CECA, c'est la communauté économique du charbon et de l'acier, puisque c'était des matières qui étaient primordiales à l'époque, entre les 6 États fondateurs, dont vous voyez les noms sur l'image. Peu après, quelques années après, en 1957, 2 autres traités sont signés, des traités de Rome, instituant le premier la CEE, Communauté économique européenne, et le CEA, Communauté européenne de l'énergie atomique, plus connue sous le nom d'Euratom. Donc 3 traités qui fondent les pierres de notre union, de notre communauté européenne. Par la suite, les grandes étapes de cette Europe, eh bien, on peut l'appeler élargissement et consolidation, avec l'entrée dans cette communauté européenne de nouveaux États. Premier élargissement en 1973, suivi en 1983 de l'adhésion de la Grèce, puis de l'Espagne, du Portugal. Et il faut voir aussi qu'en 1986 est signé ce qu'on appelle l'acte unique européen, qui est un traité qui modifie les traités initiaux et qui est très important. 1989, eh bien, il faut souligner, c'est la chute du mur de Berlin qui va quand même modifier la donne, et également l'élaboration d'une charte des droits sociaux fondamentaux, puisque jusqu'alors, il n'y avait pas grand-chose en matière de protection, en matière de droits sociaux, dans les traités qui ont été élaborés au niveau de la communauté européenne. On continue, on évolue, et on va dépasser la seule notion de communauté européenne pour passer à la notion d'Union européenne, avec en 1992 la signature du traité de Maastricht, qui est très importante également et qui révise les traités initiaux et qui surtout prévoit le passage d'une communauté européenne à une Union européenne, c'est-à-dire avec une vision plus large, plus politique, plus sociale. Elle crée aussi une citoyenneté européenne qui va être en plus de la citoyenneté nationale des citoyens, et également elle prévoit le projet du passage à une monnaie unique. 2 autres traités vont être signés pendant cette période, le traité d'Amsterdam en 1997, de Nice en 2001, et ces traités vont préparer les entrées, les élargissements futurs.
2002, eh bien, ça va être l'introduction de l'euro, qui a déjà été commencée, enfin on a évoqué cette possibilité en 92, mais là, il entre dans les États en 2002, dans 12 États qui vont passer donc à l'euro, dont la France. Et en 2004, eh bien, il va y avoir un élargissement dit historique, puisque 10 États vont intégrer l'Union européenne, et c'est essentiellement dont 8 qui proviennent de l'ancien bloc des pays de l'Est. Et tout cela contribue à ce que Jean Monnet souhaitait, la construction d'une grande Europe unifiée avec l'intégration de ces États. En même temps, en 2004, il faut noter quand même un échec retentissant, un nouveau projet de constitution européenne. En fait, c'était un nouveau traité, mais qui devait modifier et supprimer, remplacer les anciens, mais qui n'a pas abouti parce qu'un traité, pour être entré en vigueur, il nécessite d'être ratifié par tous les États. Or là, 2 États, la France en premier, les Pays-Bas ensuite, ont refusé de valider cette constitution européenne, ce qui a abouti à un échec de sa mise en œuvre. Et c'est en 2007 un nouveau traité, le traité de Lisbonne, mais qui ne passera pas par la voie de la ratification en ce qui concerne la France, qui entre en vigueur et qui reprend en fait en gros pas mal d'éléments qui étaient dans ce projet de constitution et qui modifie également les traités antérieurs pour prévoir l'institutionnalisation de cette Union européenne. On doit noter également qu'après les 10 pays de 2004, 2 nouveaux pays entrent dans l'Union européenne, également qui viennent des pays de l'ancien bloc des pays de l'Est, la Bulgarie et la Roumanie, puis ensuite la Croatie en 2013. La Croatie est le dernier État à avoir rejoint l'Europe. Donc ça fait quand même plus de 5 ans. Donc ensuite, ce qui s'est passé aussi en 2008, eh bien, il y a la crise financière qui a ébranlé le monde entier, et particulièrement l'Union européenne, hein, comme tous les pays, mais qui a quand même beaucoup ébranlé le fonctionnement et l'Union européenne elle-même. Cela va continuer en 2016 par un vote, un référendum de la Grande-Bretagne qui prévoit à 52% la sortie de l'Union européenne, et ce qu'on appelle le Brexit par référendum. Donc les Britanniques se prononcent pour sortir de l'Union européenne, et même si cette sortie réelle ne se fera qu'à l'issue des négociations qui sont en cours actuellement, et donc la sortie sera programmée pour fin 2019 ou début 2020, ce qui ne va pas non plus sans poser pas mal de questions. Ce que je veux dire avant de passer aux différentes richesses, c'est que cette décennie marque plutôt une fragilisation de l'Union européenne, avec la crise financière, les problèmes de chômage, les problèmes de dette des États, les problèmes de guerre, notamment au Moyen-Orient, les problèmes de politique migratoire, tout cela, et le problème aussi des questions des montées des nationalismes. Tout cela ébranle et fragilise l'Union européenne. Déjà, un État a décidé d'en sortir, mais on peut craindre une certaine dislocation, et il faut être très vigilant et être inquiet pour l'avenir de l'Union européenne. Pour terminer, je voudrais vous présenter juste quelques données chiffrées, économiques et sociales. Donc sur les richesses économiques de l'UE, l'Union européenne, si on la prend comme étant un tout, c'est la première puissance économique mondiale qui détient près du quart des richesses mondiales et est le premier exportateur. Sauf que l'Union européenne, en réalité, c'est un nain au niveau politique. Son budget propre est une goutte d'eau, et l'UE n'est pas un État fédéral ni une entité politique, mais un rassemblement d'États. Donc on peut les additionner, mais ça n'a pas une véritable valeur politique. En ce qui concerne la croissance économique dans l'Union européenne, en 2017, la croissance enregistrée a été de 2,5% du PIB, ce qui fait que c'est le plus haut niveau, en moyenne, hein, le plus haut niveau enregistré depuis une décennie, et qui marque vraiment la fin de la récession pour tous les États membres, puisqu'il y avait encore, jusqu'à il y a 1 an ou 2, des États, notamment la Grèce, qui étaient en état de récession. Donc cette croissance moyenne de 2,5% est quand même, il faut la relativiser, parce que la plus forte, vous voyez, c'est l'Irlande,
7,8%, et la plus faible, la Grèce, quand même, qui augmente de 1,4%. Et la France est également à 1,4%. Nous allons parler maintenant un peu du chômage, là aussi de grosses progressions en termes de baisse de chômage en Europe, puisque le taux moyen dans l'Union européenne c'est 6,8%. En zone euro, le taux est de 8,1%. Et tous les pays sont sortis, ont vu leur chômage baisser, mais là également avec de grandes disparités. Vous avez un certain nombre de pays qui sont en dessous de 4%. Je vous ai mis quelques noms, mais il y a également, par exemple, c'est la République tchèque qui a 2,5% seulement de taux de chômage, le taux le plus bas. Et puis, par contre, vous avez des pays comme l'Espagne et la Grèce qui ont encore des taux très élevés, 15% pour l'Espagne et près de 20% pour la Grèce. La France dépasse les 9%, ce qui est un taux élevé. Elle se situe en 4e position en partant des plus mauvais. Donc pour le moment, la France n'a pas vraiment trouvé le moyen de régler son problème de chômage. Donnée intéressante aussi, c'est comparer les salaires et les données de salaire minimum dans nos pays de l'Union européenne. Et vous pouvez voir qu'il y a là aussi de grandes disparités, puisque les taux vont de 1 à 8,5 fois plus. Le salaire le plus élevé est au Luxembourg, avec près de 2 000 € pour le Luxembourg. Mais les plus faibles, eh bien, c'est aussi dans les pays de l'Est, la Bulgarie, 235, et la Roumanie, 275 €. En fait, il y a 10 pays quand même qui sont en dessous de 1 000 € comme salaire de minimum, ce qui est beaucoup. Bon, également en matière de temps de travail, ce tableau vous donne quelques indications sur les moyennes temps de travail, où on peut voir que la France a la durée légale la plus faible, puisque c'est 35 heures, mais ça ne veut pas dire qu'en moyenne, son temps de travail est forcément beaucoup plus bas que celui des autres pays. Donc là, c'est juste à titre d'information, et il faut savoir qu'aussi vous avez les jours fériés qui sont indiqués, qui sont à peu près, sauf dans certains, vous en avez qui ont beaucoup de jours de fériés, en Slovénie par exemple, qui sont à peu près autour d'une dizaine, 10-12 jours fériés par an. Et pour terminer, eh bien, je vous laisse trouver les spécialités de chacun de ces pays. Bien, eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bien continuer de voyager avec nous dans cette Europe. Au revoir.